traversé des événements dramatiques depuis maintenant plusieurs années, depuis les années, début des années 2010. On a toujours des raisons de s'inquiéter, mais personnellement je suis assez optimiste. Pourquoi? Parce que il y a des négociations qui sont en cours sous égide de l'Algérie depuis environ 6 mois entre les Touaregs et puis le gouvernement malien. Et j'ai bon espoir qu'on puisse un jour, et peut-être dans quelques mois, dans quelques semaines ou quelques mois, retourner sur place sans trop de difficultés. Au plus fort des combats et des difficultés, la sécurité des personnes d'abord, c'est-à-dire toutes les équipes qui sont sur place, et des biens, c'est-à-dire toutes les installations, ont été préservées et on n'a jamais été véritablement inquiété. Donc derrière Bougou est à 30 km de ce qu'on appelle le Goudron, la route nationale, où sont passés tous les convois militaires qui remontaient vers le nord. Mais il n'y a jamais eu de présence militaire à Bougou. Mais on est beaucoup plus impacté d'une part par les effets que tout cela a sur le tourisme, puisqu'on n'a plus de touristes occidentaux, parce que le pays est aussi relativement désorganisé, pénalisé au plan économique, ça se ressent sur nos activités. On a essayé de rebondir. Je pense que dans ces pays-là, et surtout quand on a la volonté d'avancer, il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur. Et puis en se disant aussi, c'est toujours ce qui nous reste à l'esprit, c'est que Bernard Verspieren, qui est resté 55 ans de sa vie dans ces pays-là, il a traversé des crises aussi graves. C'est vrai qu'on n'a plus aujourd'hui de touristes occidentaux, mais on a ciblé une nouvelle clientèle, qui est une clientèle de résidents maliens qui habitent Bamako, et surtout une clientèle de groupes, des écoles, des ONG, qui continuent à venir. On a essayé de développer une nouvelle clientèle locale, puisqu'on n'a plus la possibilité d'avoir des touristes occidentaux. Les premières paroles sont pour remercier le MAV, parce que alors là, si on va avoir l'exemple de gens qui ne se sont pas découragés, c'est bien vous faites un travail formidable pour nous depuis plus d'une vingtaine d'années, et votre attitude vis-à-vis du projet elle est exemplaire et elle montre bien qu'en dépit des circonstances, on a des soutiens qui nous restent fidèles. Et quand je vois tous les efforts que vous faites chaque année pour nous aider, à nouveau, c'est pour nous un motif d'encouragement. C'est merveilleux. Et donc je pense que, heureusement, vous n'êtes pas les seuls. Il y a des gens qui continuent à nous faire confiance. Assez curieusement, le Mali attire les soutiens quand on réalise ce qui se passe là-bas. Il y a des gens qui continuent gentiment à nous faire confiance sur la base des informations qu'on leur donne et qui voient que nos activités se poursuivent, se maintiennent et se développent. Je crois que l'expérience est globalement très positive, comme on dit. Pourquoi? Parce qu'on a apporté la démonstration que le jatropha pouvait constituer une énergie de substitution par rapport aux énergies fossiles comme le gasoil. Donc avec le jatropha, on peut, et on l'a démontré avec l'aide d'un certain nombre de partenaires, produire de l'huile végétale pure qui est un substitut du gasoil. Donc ça c'est quand même la base du raisonnement, elle est importante. Par contre, on a réalisé que ce qui est difficile, c'est dans ces pays-là, c'est de maintenir des équipements tant soit peu sophistiqués. Très concrètement, on a eu des pannes de matériel, comme ça se produit dans ce genre d'installation de façon assez classique, à la fois sur, le pressage des graines et puis sur les fameux groupes électrogènes bicarburation qui fonctionnent à la fois avec le gasoil et le jatropha. On a eu des pannes un peu compliquées et on s'aperçoit que c'est très difficile de mobiliser des compétences pointues pour entretenir ce type de matériel, d'autant plus que les gens compétents ne peuvent plus se déplacer pour venir nous voir. Donc c'est un vrai facteur de complexité, mais qui nous a fait réfléchir, et on est en train, là aussi, de rebondir en essayant d'adopter des matériels plus rustiques. Donc on va continuer à produire de l'électricité à partir du jatropha. L'expérience a fait ses preuves, ça marche.
Ça continue à marcher, mais on va faire évoluer le projet pour essayer de mieux s'adapter à l'environnement dans lequel on vit. On cherche non seulement à produire de l'huile végétale pure, mais aussi à montrer l'utilisation qu'on peut faire des sous-produits du jatropha, et en particulier en utilisant ce qu'on appelle les tourteaux de pressage, les résidus de presse des graines. Le biogaz a été remis en état à l'occasion de ce projet, et on produit déjà du gaz. On en a même trop, à telle enseigne qu'on regarde de quelle façon on peut l'utiliser, pas seulement parce que c'était l'idée d'origine pour des besoins domestiques pour alimenter les cuisines du restaurant. Je pense qu'on va avoir la possibilité de récupérer un groupe qui fonctionne au gaz, un groupe électrogène qui fonctionne au gaz, donc on aurait une nouvelle façon complémentaire de produire de l'électricité. Alors on a eu effectivement un très sérieux coup de main de la Banque mondiale qui a construit le bâtiment de ce qu'on appelle le CESCOM, le Centre de santé communautaire, selon des standards qu'ils ont, des architectures et des aménagements standards. C'était très bien fait. Donc ça tourne, et ça tourne bien. On continue à faire 200 accouchements par an. Enfin, les chiffres ont été publiés dans les lettres, plus de 2000 consultations. Donc ça marche, et ça marche bien. Le CESCOM, et c'est son originalité, dessert en fait une communauté villageoise de 11 villages différents, je pense. Donc, ce qui est sympathique, c'est que l'on est au-delà des frontières de Terriaboubou et qu'on rend véritablement service aux populations locales et non pas un petit village malien de privilégiés. La Fondation de France a décidé de nous donner une subvention importante, 50 000 € sur 2 ans, ce qui pour nous est beaucoup d'argent, pour nous aider dans 3 domaines qui sont, on en parlait à l'instant, la réhabilitation des groupes bicarburation, un certain nombre de travaux liés à la maintenance des installations, et puis un nouveau projet qu'on est en train de créer, qui est un projet de maraîchage au bénéfice de groupements de femmes de Terriaboubou et des environs. L'idée est toute simple, c'est de permettre à ces femmes de cultiver des légumes qui sont ensuite commercialisés sur place et dans les villes environnantes jusqu'à Plassans et Bamako, où il y a une forte demande. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un forage dédié au maraîchage avec une pompe solaire, et puis on a en liaison avec une autre ONG qui s'appelle Suisse Contact, on a mis en place tout un programme de formation théorique et sur le terrain pour ces femmes, pour les aider à cultiver ces légumes et bien dans les meilleures conditions. Le beurre de karité, c'est quelque chose qui est assez recherché. Et donc, en partenariat avec un industriel français qui s'appelle Olvea, qui a une usine de transformation qui est à Ouaga, au Burkina, on a mis en place tout un système de récolte des amandes de karité. On a actuellement 200 femmes qui sont concernées pour qu'elles récoltent ces graines, qu'elles les apportent à Terriaboubou, où on les rassemble, et on fait donc des expéditions par camion, donc plusieurs dizaines de tonnes qui partent à Ouaga pour être traitées. Donc là aussi, même idée, apporter aux femmes des revenus supplémentaires. Notre stratégie, elle est différente. On cherche, comment dirais-je, à tenir en attendant des jours meilleurs. Hein. Donc, on ne baisse pas la garde. Hein. Je crois que notre volonté de pérenniser l'œuvre de Bernard Wersperen et puis surtout de porter les valeurs de solidarité, d'amitié, de développement équitable qui étaient les siennes, donc cette volonté est intacte. Et c'est ça qui nous anime, et on cherche, je dirais, à faire le gros dos en attendant que la situation se stabilise au Mali. Donc il ne faut pas que la crise actuelle soit une raison de les maintenir dans une situation d'assistanat
de dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Donc on cherche à tout prix à développer tous ces projets dont on a parlé pour que les gens qui sont sur place continuent. On ne se laisse pas, nous les partenaires du projet, on ne se laisse pas décourager par les circonstances actuelles et qu'on a toujours, je dirais, la dynamique qui leur permet d'avancer et puis qu'on ne les laisse pas tomber. Tiriavougou reste une vitrine exemplaire de développement rural et communautaire au Mali. Et j'aurais tendance à dire encore plus maintenant. En d'autres termes, dans la situation difficile que traverse le pays, les projets qui marchent sont encore plus visibles. Et nous, on a la chance de pouvoir poursuivre nos activités dans tous les domaines qui sont les nôtres. Donc à la fois les aspects production agricole, les aspects projets communautaires, l'eau, les énergies renouvelables. Donc on continue à avancer dans tous ces domaines-là. Et c'est sûr que ça suscite beaucoup de réactions positives, à la fois à l'intérieur du pays, et puis dans le milieu des ONG qui voient ce que sont nos efforts, ce que sont vos efforts, et puis les résultats que ça permet d'obtenir. Grâce à l'école, le niveau global d'éducation des populations est beaucoup plus élevé. Je crois qu'il y a aussi une chose qui est tout à l'honneur de l'OMAV et de ceux qui nous soutiennent pour l'école, c'est que le taux de scolarisation des filles est très élevé par rapport à ce qui existe à l'intérieur du pays, enfin au niveau du Mali. Et ça aussi, je pense que c'est bien, parce que c'est un pays où beaucoup de choses arrivent grâce aux femmes, par l'intermédiaire des femmes, et le fait de leur apporter un niveau d'éducation supplémentaire, c'est extrêmement positif pour la vie des villages, l'éducation des enfants et tout ce qui va avec.